suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. En Allemagne, dans le jardin de Hermannshof, de magnifiques massifs colorés de vivaces, ces plantes qui refleurissent spontanément chaque année, accueillent les visiteurs. À partir des années 1980, en expérimentant des assemblages de plantes alliant beauté et facilité d'entretien, Hermannshof a initié une véritable révolution esthétique dans l'art des jardins. C'est aujourd'hui un modèle pour l'aménagement des espaces publics en Europe et au-delà. Le jardin est implanté au cœur du bourg de Weinheim, dans la Badische Bergstraße. Cette région compte parmi les plus chaudes d'Allemagne. Elle a favorisé l'épanouissement d'une grande diversité d'arbres et de plantes. Les jardiniers observent et testent la croissance des vivaces et créent des habitats variés propices à leur développement. Ensoleillé ou ombrageux, sec ou humide. De nombreuses variétés ont été rapportées des steppes d'Amérique du Nord et d'Asie centrale, comme les amorphas ou les échinacées. Elles ont été collectées par Cassian Schmidt, paysagiste et directeur du jardin. Cassian, qu'est-ce qui va influencer vos plans de plantation pour créer vos différents massifs ? La meilleure inspiration, c'est la nature elle-même. Il y a quelques années, je suis allé en Amérique du Nord, dans le Missouri, où subsistent encore des prairies naturelles. Découvrir cette association de graminées et de très belles plantes vivaces qui parviennent à supporter la sécheresse, ça a été pour moi une expérience fondamentale. Nous avons étudié la façon dont ces plantes se sont associées dans la nature, pour ensuite en tirer nos conclusions. Comment les associer dans le jardin en nous inspirant des conditions dans lesquelles elles poussent dans la nature. L'Amérique du Nord m'a beaucoup inspiré. Là-bas, on ressent le vent, la chaleur, l'humidité de l'air. Tous ces éléments ont une grande influence qu'il faut évidemment réinterpréter dans le jardin. Autrement dit, Cassian, ce ne sont pas des voyages juste pour collecter des plantes, mais ce sont des voyages pour essayer de rapporter des atmosphères. Quand les gens regardent les plantes ici, ils doivent voir bien plus qu'une prairie et des fleurs. Ils doivent vraiment ressentir comment est la prairie qui bouge avec le vent. Les graminées, les odeurs particulières. C'est donc un motif de prairie qui est reproductible, que vous allez esthétiser et surtout que vous allez adapter à Hermannshof. Ce qui est important, c'est de simplifier ce qu'on a vu. Dans une vraie prairie, il y a peut-être 300 espèces différentes. Et ici, je n'ai la place que pour 15 espèces. Je dois simplifier la composition et créer une structure pour les graminées verticales. Le contraste, la répétition, le rythme sont très importants. En plus des plantes de prairie, je peux aussi me permettre d'utiliser des campanules à grandes fleurs, originaires d'Asie.
Il y a aussi un très joli pré pour lequel je dois penser aux proportions. Ici, par exemple, 60% de jaune et 30% de bleu. Les couleurs, les structures, je dois réfléchir à tout ça. La propriété et la maison des jardiniers sont bordées à l'est par les massifs de prairies sèches. Au sud, un bosquet planté de vivaces de sous-bois isole Hermannshof du centre-ville. Autour d'un bassin et d'une vaste pelouse ouverte, on trouve une série de massifs, les steppes et les landes eurasiennes, les spectaculaires prairies nord-américaines et d'importants massifs d'annuels multicolores au plus près de la maison. Hermannshof est ouvert au public depuis 1983. Il a été pendant plus d'un siècle le parc d'agrément d'une famille d'industriels de la région, les Freudenberg. Le domaine appartient toujours à la famille. Il est géré par la fondation Freudenberg et par la ville de Weinheim. Ida Schildauer est la descendante du fondateur du jardin. Mon arrière-grand-père avait acheté ce terrain à un exploitant agricole et il avait commencé à aménager ce jardin bien avant ma naissance, dans les dernières années du 19e siècle. Et il va donner son nom au jardin. Hermann Ernst, c'est lui-même qui a donné le nom Hermannshof à ce jardin. Son ego a été flatté de voir son nom accolé au mot Hof. Hof signifie la cour de la ferme dans son ensemble. Et il faisait pousser ici de quoi subvenir à ses besoins. Mais le mot Hof signifie aussi cour royale, cour princière. On est entouré. C'est une notion importante. Les grandes maisons, les grandes fermes s'appelaient ainsi, avec le terme Hof à la fin. Est-ce que ça veut dire que c'est un lieu fermé ? C'est un territoire fermé à l'intérieur duquel il règne, comme un roi dans sa cour. Et pour le plaisir du jardin. Absolument. Je pense qu'il aimait bien le jardinage. Ça le détendait. Mais il avait aussi une approche scientifique. Il cherchait des plantes rares. Il prenait du plaisir quand il en trouvait. Je crois que la notion de cour jouait aussi un autre rôle. Je veux créer quelque chose qui m'entoure sur le plan privé, qui soit très représentatif, très beau, pour moi et pour les autres. C'était vraiment en lui, dans la profondeur de son être. Un jardinier, c'est toujours un homme qui crée quelque chose. Mon arrière-grand-père était un homme créatif. À la mort d'Hermann Ernst, pendant 40 ans, les grands-parents d'Ida poursuivent l'aménagement du jardin avec leur ami, l'architecte paysagiste Heinrich Wipking Jungersmann. Il dessine notamment une allée de glycine sous une longue pergola. Il aménage également le bassin décoratif de la grande pelouse et des plates-bandes aux couleurs vives. La grand-mère d'Ida, anglaise, apporte l'influence des bordures mélangées dans les massifs fleuris. Depuis, la structure du jardin est restée la même. Ida, avez-vous des souvenirs du jardin de Hermannshof avant que le jardin devienne public dans les années 80 ? Ah oui, oui, j'ai de nombreux souvenirs du jardin Hermannshof. Quand j'étais enfant, puis jeune fille, nous habitions ici. Ma grand-mère avait son coin de fleurs à couper pour les bouquets.
Ces fleurs se trouvaient en bas. Ici, en haut, on n'avait pas le droit de faire des bouquets. Je n'ai pas eu le droit de cueillir les fleurs tant que ma grand-mère a été en vie. C'était sérieux, hein? C'était très strict. Elle était vraiment très stricte. Mais le jardin a toujours joué un rôle important pour moi. Les arbres, c'est une bonne manière de fixer les souvenirs, non? Ouais. Oui, les arbres sont essentiels. Sous ce magnolia, il y a eu de belles discussions avec mon père. Il s'asseyait près de la table, discutait avec les plus jeunes et nous disait ce qu'il fallait qu'on pense. Celui-là a maintenant le même âge que moi. C'est un métaséquoia. Au milieu, le ginkgo est aussi un vieil arbre admirable, comme les grands platanes. Je suis énormément attachée à tout cela. Ça a toujours été très important pour moi. Et Ida, parmi les arbres remarquables de Hermannshof, on a ce myrte qui nous accueille à l'entrée. Le myrte a une histoire très spéciale. Non seulement il a été en 2017 nommé arbre champion de l'année en Allemagne, mais il provient de la couronne de mariée de mon arrière-grand-mère. Madame Freudenberg, l'épouse de Hermann Ernst Freudenberg, avait une couronne de mariée faite de rameaux de myrte. Hermann Ernst l'a prise pour la planter et un arbuste a grandi. Quand je me suis mariée, j'ai aussi eu une couronne faite de rameaux de myrte qui provenait de la couronne de mon arrière-grand-mère. Et aujourd'hui, quand les jeunes mariés de notre famille le souhaitent, je vais le matin couper quelques rameaux de myrte pour faire une couronne décorative. Le marié peut aussi en mettre sur le revers de sa veste. C'est une tradition magnifique. Et dire que ce myrte provient de la couronne de mariée de mon arrière-grand-mère. Depuis les années 80, Hermannshof propose une nouvelle manière de concevoir les massifs, immédiatement reconnaissable par ces mélanges de taches colorées, accompagnés de touffes de graminées verticales et dorées. Hermannshof est devenu la figure de proue d'un style paysager appelé le New German Style. Aujourd'hui, tout le monde parle du New German Style, un nom donné par les Anglais, car ils ont découvert ici en Allemagne un concept complètement différent du leur. D'abord, nous utilisons beaucoup de graminées, et nous tenons vraiment compte des saisons. Pour nous, les changements, les saisons, c'est très important. Du bourgeonnement à la floraison, jusqu'aux graines et aux gousses, mais aussi les couleurs de l'automne, et l'hiver aussi. C'est ce qui caractérise le style allemand. Et chaque plante pousse au bon endroit. Ici, par exemple, c'est le modèle de ce qui pourrait être une forêt chinoise, telle que je l'ai vécue lors d'un voyage. C'est presque comme un paysage adapté au lieu. Les plantes s'accordent entre elles. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais plutôt d'harmonie entre les différentes plantes et de connaissances scientifiques. Et ce style a également un fondement économique avantageux, car l'entretien est fortement réduit. C'est pourquoi le New German Style s'est développé en Europe. Il nécessite beaucoup moins de ressources en main-d'œuvre, en engrais, en eau. On le trouve à l'exposition florale de Chelsea ou en Amérique du Nord, car il s'adapte aussi aux villes modernes. À Hermannshof, on simplifie au maximum l'entretien de ces massifs. Les plantes vivaces, qui repoussent spontanément chaque année, ont été privilégiées. On les choisit également pour leur capacité d'adaptation aux différents sols et à leur propension à occuper le terrain, laissant moins de place aux mauvaises herbes. Till Hoffmann, jardinier, les a entretenus pendant près de 17 ans.
Reptile, on pourrait imaginer qu'un jardin rempli de massifs de vivaces est un jardin compliqué à gérer. Or, ce que vous démontrez ici à Hermannshof, c'est exactement le contraire. Oui, on pourrait penser que les plantes vivaces nécessitent beaucoup de soins. Et effectivement, ce peut être le cas. Certaines demandent une très grande attention régulière, comme dans les parterres et les massifs. C'est le cas des massifs aménagés de façon classique, dans lesquels il y a également des fleurs estivales annuelles. Mais il y a d'autres zones que l'on peut voir ici, qui nécessitent très peu d'entretien, voire presque pas. De façon étonnante, il n'y a quasiment pas d'entretien à effectuer quand les conditions sont bonnes et que le choix des plantes a été fait de façon appropriée. Ici, par exemple, nous avons d'importantes plantes dont les feuilles claires forment une masse compacte et les herbes sauvages peuvent difficilement pousser. Et le jardinier intervient un peu moins. La coupe en début d'année est bien sûr importante. Ensuite, il faut faire quelques petits contrôles. Gérer, choisir les plantes que l'on va laisser pousser, celles que l'on va enlever. Mais dans l'ensemble, il y a très peu à faire. Nous coupons et nous laissons tout par terre. On a environ 4 à 5 mm d'eau de pluie par mètre carré et par an, ce qui est très peu pour une surface de plantes vivaces. Ici, on arrive dans un massif qui nous rappelle les habitats, les milieux écologiques du sud de l'Europe, des milieux plutôt secs. En effet, on a réuni ici de nombreuses plantes qui proviennent du sud de l'Europe, des plantes adaptées à la sécheresse et qui représentent la végétation de la garrigue que nous aimons beaucoup parce qu'elle nous évoque les vacances dans le sud. Et c'est aussi un espace où il faut arriver à maintenir les plantes sauvages qui s'installent spontanément et puis celles que vous avez vous-même installées. Oui, grâce à une très bonne préparation du site. Ici, nous avons vraiment fait beaucoup de choses pour avoir le moins d'entretien possible. Il est évident que nous ne sommes pas dans le sud de l'Europe, mais en Europe centrale, dans un climat complètement différent. Les plantes doivent pousser ici avec autant de vigueur que dans la nature. Il faut observer, savoir où se trouve l'équilibre, là où les forts menacent les faibles, pour les écarter petit à petit, ce qu'ensuite nous voulons éviter, car c'est de toute façon une agression. Donc, par exemple, quand on regarde les deux molènes qui poussent, ce sont des plantes qui sont venues spontanément, mais que vous avez acceptées dans votre massif. Effectivement, cette molène est un exemple intéressant car on voit qu'elle fonctionne très bien à cet endroit. Ces deux molènes s'accordent parfaitement avec les autres plantes. La balance est équilibrée, avec très peu d'intervention, quasiment aucune à cet endroit, car la concurrence entre les plantes est modérée. Dans un esprit de conservation des collections, les plantes des massifs paysagers de Hermannshof sont multipliées dans une pépinière installée sur les hauteurs de la ville. Les vivaces grandissent dans cette nurserie avant d'être plantées dans le jardin. Ulrike Battner est la jardinière en chef de Hermannshof depuis 2016. Ulrike, toutes les plantes que vous semez, que vous transplantez ici dans la pépinière, d'où viennent-elles ? Une grande partie de ces plantes provient des collections de Cassian Schmidt. Elles ne proviennent pas de graines, mais de boutures que nous avons coupées dans le jardin, puis que nous cultivons ici. Elles ont avant tout besoin d'humidité pour que la bouture développe ses racines. Ce sont des euphorbes corollata que le directeur du jardin, Cassian Schmidt, a rapportés d'Amérique du Nord. En été, elles ressemblent à de la gypsophile, avec des fleurs blanches. Et elles ont une très belle couleur automnale. Un peu pourpre, ouais. Et l'étape d'après, Ulrike, c'est les petits lits qui sont ici. Vous allez les laisser grandir.
Nous continuons à les cultiver. Ensuite, nous les ramenons dans le jardin. Nous les donnons à des spécialistes ou à de simples amateurs qui sont intéressés. Les gens veulent toujours emporter avec eux un bout du jardin Hermannshof et nous leur en donnons la possibilité. Hermannshof échange avec près de 250 jardins botaniques dans le monde. Toutes les plantes présentes sont indexées dans un catalogue et les graines sont conservées. La mission des jardiniers de la pépinière est également d'observer la croissance des plantes selon les différents types de sols, les substrats. Il s'agit de déterminer le meilleur sol pour une plante et la plante la plus adaptée à un sol. Les conclusions de ces expérimentations pourront être utiles bien au-delà du jardin, notamment pour limiter les coûts d'entretien des aménagements paysagers. Alors Ulrike, comment fonctionnent ces petites parcelles ? Ici, nous testons différents substrats. Il y a 4 parcelles avec 4 substrats différents. Ici, nous avons un substrat de toiture végétalisé. De la brique. Oui, du gravier de brique, de l'humus et des nutriments riches, comme on peut le voir à la croissance de ces plantes. Là-bas, nous avons du sable pur, avec très peu d'éléments nutritifs. Comme on peut le voir aux plantes dont la croissance est très fragile. De l'autre côté, nous avons ce que l'on appelle du gazon gravier. La couleur est complètement différente. C'est gris. C'est un substrat très stable. On peut voir que ça a un impact sur la taille des plantes. Oui, ici, le substrat maintient correctement l'eau. La différence est totale. Elle est sublime, elle. Oui, c'est un Cecily gummiferum. C'est la période idéale. Il est en pleine floraison. Les insectes se régalent. Ce qui est très intéressant ici, Ulrike, c'est que vous êtes en train de préparer l'avenir. Aujourd'hui, dans les jardins publics, on a moins d'argent, c'est plus difficile de les entretenir, on a moins de jardiniers, l'eau coûte de plus en plus cher, le climat est en train de changer, vous êtes en train de tester tout ça en grandeur nature pour l'avenir, en fait, pour penser l'avenir des jardins. Je pense que c'est très intéressant pour les lieux publics. On peut remplacer le substrat des aménagements des parcs et des chemins. Ici, on teste d'abord la dynamique de la plante, comment elle se développe en fonction du substrat, pour pouvoir ensuite l'utiliser dans des lieux publics. Nous voulons voir jusqu'à quel point les plantes tolèrent le stress, comment ça fonctionne, si possible avec le moins de moyens possible. Moins d'eau, moins d'entretien, moins d'herbes sauvages. Nous sommes donc orientés vers l'avenir. De nos jours, nous devons faire face au changement climatique. Avec les températures qui augmentent, nous avons besoin de plantes qui poussent sans arrosage et demandent peu d'entretien. Nous y réfléchissons depuis plus de 15 ans et nous savons exactement ce que nécessite chaque plante. C'est très important qu'il y ait encore des plantes dans les espaces publics. Mais c'est toujours une question d'argent. Elles doivent produire des associations durables. Le jardinier n'entretient plus, au sens traditionnel du terme, en arrachant les mauvaises herbes. C'est devenu un artiste qui gère les plantes sans trop intervenir. Cassian, quel est l'apport principal du jardin de Hermannshof à l'art des jardins aujourd'hui ? Nous développons ici de nouveaux projets pour les espaces verts.
Prendre modèle sur la nature est une tendance tout à fait récente. Les prairies fleuries sont désormais utilisées partout en Europe. Et cette tendance a été créée ici, à Hermannshof. C'est la nouvelle façon d'utiliser les plantes. Hermannshof démontre qu'il est possible d'offrir des espaces fleuris et une multitude d'ambiances, de couleurs, avec une gestion simple et économe. Ce jardin ouvre de nouvelles perspectives aux paysagistes et jardiniers pour une esthétique renouvelée des jardins. À Munich, l'Englischer Garten est conçu un siècle avant les autres grands jardins urbains européens. En 1789, c'est à la suite de la Révolution française, qui inquiète les cours européennes, que le prince Charles Théodore de Bavière décide d'offrir à son peuple un magnifique jardin public. Aujourd'hui, les habitants profitent au quotidien de ce vaste poumon vert de 375 hectares au cœur de la ville, lieu de loisirs et de promenades que tous affectionnent. Thomas Koster, architecte paysagiste, est le directeur du jardin depuis 1994. Pourquoi Karl Theodor choisit spécifiquement ce lieu pour construire ce parc? Ce terrain était situé au nord de Munich et personne n'y habitait encore. Il n'y avait aucune urbanisation. C'était un espace naturel qui appartenait à l'État. Et après une opération de drainage pour assécher le sol, il a été possible de créer un parc. De plus, le palais de la résidence se trouvait également au nord de Munich. Thomas, est-ce que le parc a une vocation de parc public dès sa création? Après les bouleversements historiques entraînés par la Révolution française, inquiet, le prince se fait conseiller et décide d'offrir au peuple un grand parc. En choisissant le style du jardin anglais, prenant une nature libre, sans contrainte, Englischer Garten apparaît comme un symbole de liberté pour les hommes. Il est ouvert à toute la population, quel que soit le niveau social. Tout le monde était autorisé à y entrer, mais tout le monde n'en avait pas le temps. À l'époque, la plupart des gens travaillaient dur et avaient peu de temps libre. En revanche, les gens de la cour et tous ceux qui gagnaient beaucoup d'argent pouvaient se permettre de se promener. Dès l'ouverture du parc, le prince fait installer un casino, un terrain pour jouer aux quilles, des bateaux sur le lac artificiel, activité ludique emblématique de l'esprit du jardin. L'Englischer Garten s'inscrit dans le prolongement du palais de la résidence et du jardin baroque de Hofgarten au sud. Le parc est divisé en deux parties par une route, l'Isarring. Il est essentiellement composé de vastes pelouses, de prairies et de bosquets. Le temple Monopteros et la tour chinoise participent à l'atmosphère pittoresque du parc et sont des points de repère dans le paysage. L'Englischer Garten, en plein cœur de ville,
est traversé dans toute sa longueur par la rivière Isar et ses nombreux affluents qui alimentent le lac principal. Dans le jardin anglais, les rivières artificielles et les étendues d'eau ménagent des points de vue picturaux, comme un tableau de la nature. L'eau a été primordiale dès la conception du parc. Thomas, l'Isar, qui est cet affluent du Danube qui traverse la ville de Munich et qui traverse le jardin, est un élément extrêmement structurant du jardin. L'Isar était et est très important pour Munich. C'est une artère vitale, mais elle est également dangereuse. Autrefois, c'était une source d'énergie. On transportait le bois en le faisant flotter depuis les montagnes. Cette rivière faisait aussi tourner de nombreux moulins à Munich. Aujourd'hui encore, l'Isar est la source de vie du parc. Mais elle est toujours aussi dangereuse qu'il y a 228 ans. Malgré les risques, les baignades sont tolérées. L'aménagement tient compte bien sûr du débit plus ou moins rapide des cours d'eau. Les cours d'eau lents serpentent paresseusement dans un décor assez romantique. Les cours d'eau rapides sont plutôt rectilignes et s'écoulent rapidement vers l'extérieur du parc. Depuis une trentaine d'années, les eaux tumultueuses de l'Eisbar offrent même des vagues d'entraînement aux surfeurs. Aguerris ou débutants, ils sont la grande attraction du parc. Aujourd'hui, Thomas, on a l'impression que l'eau détermine les usages du jardin, la manière dont le public occupe l'espace dans l'Englischer Garten. L'Englischer Garten est un parc public. Et le public ne disparaît pas. Dans ce parc, la présence du public perdure. Le parc est intemporel. Les gens aiment l'eau et ils aiment ici prendre le soleil, se baigner, nager, même si c'est dangereux. Que peut-il y avoir de plus beau dans un parc public que d'être si proche de nombreux cours d'eau, de la nature ? Il existe un dicton qui dit « Tout ce qui semble naturel et heureux est en fait de l'art caché ». Et tout ça dans le centre-ville de Munich, une des plus grandes villes d'Allemagne. C'est ce qui rend la ville de Munich aussi attrayante au-delà des frontières. Les gens viennent dans le parc parce qu'ils ont entendu dire que la nature se trouve au milieu de la ville, avec de l'eau, des pelouses, des bancs. Ici, on peut s'attarder. On peut aussi s'isoler dans la partie qui se trouve au nord. On peut faire de la philosophie, de la musique. Tout est possible dans un parc public. Si le parc est né il y a 3 siècles de la volonté d'un prince, l'Englischer Garten est surtout l'interprétation du parc paysager anglais par un grand paysagiste allemand. Jost Albert, architecte paysagiste, est le directeur du département de conservation des parcs, jardins et châteaux de Bavière. Jost, qui est en charge de la conception du jardin? Le concepteur du jardin était Friedrich Ludwig van Skel.
À l'âge de 23 ans, il est parti à l'étranger, en France, puis en Angleterre, où il a appris le paysagisme du jardin anglais. Il était prédestiné à réaliser cet Englischer Garten. Donc il avait une grande culture des jardins européens. Absolument. Il connaissait les principaux aménagements dans les différents pays. Il connaissait l'immense culture des jardins en France, aux Pays-Bas, et bien sûr aussi l'architecture paysagiste moderne anglaise, avec ses grands aménagements de jardins à l'anglaise. Ces aménagements immenses étaient pour lui un sujet de prédilection depuis toujours. Pendant son séjour en Angleterre, il a tiré grand profit de tout ce qu'il a pu voir. La façon dont ces jardins étaient constitués, comment ils étaient structurés, le jeune homme a tout mémorisé. Et dès le début, dès les origines, on voit ces chemins qui permettent la promenade dans le jardin. La création de ces chemins était très spéciale pour Sckell. Il considérait que le chemin devait être le guide à travers le jardin. Cela signifie que le chemin doit mener le visiteur aux endroits les plus importants. Il avait développé une méthode spéciale pour donner une direction à ces lignes. Il avait un gros bâton, muni d'une pointe qu'il posait au sol, et il avançait ainsi, dessinant le chemin par terre. Il se déplaçait sur le terrain et observait l'emplacement des dénivelés, des arbres. Il disait qu'il avait besoin de voir la nature pour pouvoir tracer des chemins. Donc il ne travaillait pas que sur un plan, il travaillait aussi sur le site. Exactement. Il faisait les deux. Il travaillait sur des plans, mais il était très important pour lui d'élaborer un site de façon concrète et de voir ce qu'il pouvait tirer de l'endroit, si possible, en conservant l'existant. Il ne voulait pas tout aplanir pour ensuite créer son jardin. Il voulait garder ce qui était déjà là et concevoir son jardin. Jost, dans le parc, von Sckell va disposer les arbres de manière très ingénieuse pour produire des effets. Je pense que Sckell était un très grand artiste, à voir comment il a façonné les lisières. C'est en réalité son grand héritage. Il traçait toujours les chemins au bord des surfaces boisées, parfois à l'intérieur des bois, parfois à l'extérieur, suivant différents méandres. Il joue énormément avec les arbres. Il part d'une zone boisée fermée pour aller vers un seul arbre au milieu d'une pelouse, comme pour se dissoudre progressivement dans cet espace. C'est très beau. Et quand on se promène en longeant les bords des chemins, on a toujours une vue, comme ici, sur une immense pelouse. Puis la vue se referme à nouveau sur de grands arbres, des buissons épais. Et ensuite, on a de nouveau une vue ouverte et dégagée. La conception approfondie de cette zone de jonction entre les surfaces dégagées des pelouses et les lisières plutôt fermées, c'est ce que Sckell maîtrise le mieux. Jost, on reconnaît les grands espaces, les pelouses, les rivières qui traversent le parc, une expression libre de la nature, typique des jardins anglais. Est-ce que pour autant il fallait qualifier ce jardin de jardin anglais, d'Englischer Garten? Oui, comme tu l'as bien décrit, ce jardin comporte tous les attributs typiques d'un jardin anglais. Il essaye d'imiter la nature dans des espaces plus petits, de la densifier. On doit pouvoir vivre une expérience dans le jardin. Il y a des chemins courbes, des plantations qui dépassent, d'autres en retrait.
Tout concourt à imiter la nature. On a essayé de mettre tout cela en œuvre dans l'Englischer Garten. Et je trouve que ce jardin est un exemple typique de jardin à l'anglaise, tel qu'on le concevait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. On compte aujourd'hui plusieurs milliers d'arbres dans le parc, dont des hêtres, des chênes ou des tilleuls. Pour préserver au mieux les perspectives végétales voulues par Skell, chaque arbre est contrôlé annuellement. Certains sont coupés, d'autres replantés. C'est dans la partie nord du jardin que la pépinière est installée. J'y retrouve Stéphanie Dollard. Elle travaille à l'Englischer Garten depuis 1982. Salut Stéphanie. Salut. Toutes ces plantes ont été semées ou transplantées par Stéphanie. Et tout ça, Stéphanie, c'est destiné à aller dans le parc ? Ces plantes iront probablement dans notre Englischer Garten ou bien dans d'autres jardins de châteaux en Bavière. Mais là, on devine des petits chênes. Stéphanie, vous allez les garder combien de temps dans la pépinière ? Ils peuvent rester chez nous 10 ans, parfois 15 ans pour les chênes qui ne grandissent pas trop vite, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette taille. C'est la phase finale. Après, nous ne pouvons plus les transplanter. Nous n'avons pas le matériel pour cela. Le travail de Stéphanie est varié. Entretenir le compost, s'occuper des arbres fruitiers de la pépinière, mais aussi nettoyer les rivières, enlever les mauvaises herbes et faucher les prés. La partie nord du parc, appelée Hirschau, le parc aux cerfs, est un immense espace boisé de plusieurs kilomètres de long. L'ambiance y est plus calme, la nature semble ici prendre ses aises et donne à cette enclave dans la ville un caractère bucolique. Qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment beau, c'est magnifique. C'est la vue que je préfère. Ce qui me manque le plus dans la ville, c'est que l'on ne peut pas voir loin. Ici, c'est possible. C'est vraiment la campagne en fait, hein? Oui, on s'y croirait. On est dans un espace naturel, mais on est entouré par la ville. C'est le jardin anglais avec une vue très dégagée sur le paysage au loin. Une perspective. C'est l'une des plus longues perspectives que nous ayons ici. Et Stéphanie, ça n'a rien à voir avec la partie sud du jardin. Dans la partie sud, la fréquentation ne permet pas de laisser pousser la pelouse. Et ici, Stéphanie, vous conservez les prairies en herbe haute. Ici, on laisse pousser l'herbe avant de la couper. Mais nous avons aussi un troupeau de moutons. Maintenant, nous attendons que les moutons aient brouté le plus gros. Ensuite, nous fauchons le reste. Jusqu'en 1962, il était interdit de marcher sur les pelouses et de s'installer sur les berges.
En mai 68, l'occupation du parc par les jeunes a changé les mentalités. Dans les années 80, le mouvement écologique a définitivement entériné la fusion du parc et de la ville. L'Englischer Garten est devenu un paysage culturel, beau, mais fragile, qu'il faut entretenir et rénover en permanence. Jardinier au parc depuis 30 ans, Stéphane Spanol est aujourd'hui le responsable des projets de restauration, notamment celle des berges. Qu'est-ce que vous entendez par renaturalisation de la rivière ? Cette renaturalisation est une très bonne chose, parce que les animaux, les chiens peuvent venir ici. Les gens peuvent tout naturellement marcher dans le ruisseau, se baigner sans danger. On le voit bien ici. Au bord, le courant est faible. C'est un retour au cours originel de ce ruisseau tel qu'il était autrefois. Il y a plusieurs décennies, un muret rectiligne avait été construit sur les bords de cette rivière artificielle. Stéphane et son équipe ont enlevé les pierres et reproduit les bords d'un cours d'eau naturel. Vous avez reprofilé la rivière pour lui donner un cours plus naturel. Est-ce que pour cela, vous avez utilisé les anciens plans du jardin ? Pour obtenir cet aspect, nous avons suivi les plans historiques. Et nous avons dû aussi nous adapter au terrain tel qu'il est. Nous ne pouvons pas tout faire uniquement en suivant des plans. Il faut aussi respecter le terrain. Ensuite, on arrive à obtenir un aménagement plutôt agréable à regarder. L'effet est assez naturel. Ça n'a pas l'air construit de toutes pièces. Maintenant, nous allons au temple Monopteros. La colline fait 16 mètres de hauteur. Stéphane, ce jardin, et particulièrement cette petite pente, est très sollicité par les visiteurs de l'Englischer Garten. Il y a quelques années, il y avait encore des arbustes autour. Ils avaient été plantés car la pression exercée sur cette colline par les habitants et les touristes était très importante. On n'arrivait pas à maintenir cette colline. Nous avons longtemps réfléchi à ce que nous pouvions faire. Et finalement, nous avons trouvé une solution avec des grilles de protection pour pelouse. Donc ce matériau vous permet d'éviter l'érosion et de dégager le temple pour qu'on puisse l'apprécier depuis les pelouses. Nous avons installé ces grilles pour protéger la colline des assauts de la pluie, de la neige et des personnes qui font de la luge en hiver. Celles qui s'assoient aussi, font du vélo autour et dévalent les pentes. Ces grilles sont très stables. Après avoir déposé les rouleaux de gazon, nous avons placé par-dessus les grilles de protection. Je suis très heureux du résultat. On a une vue dégagée sur le temple Monopteros et de loin, on peut admirer le temple en tant que monument, ce qui n'était pas le cas auparavant car les plantes qui l'entouraient cachaient la colline. Selon toi, Jost, pourquoi ce jardin a-t-il aujourd'hui encore de la valeur? Pourquoi est-il précieux? Pour moi, le jardin est le lieu parfait pour décrocher, car il nous entraîne immédiatement en dehors de la ville. Sckell voulait que le parc soit ainsi aménagé. Il avait dit « La ville doit être cachée. Je veux vivre ici comme au paradis, me promener, profiter de la nature. Je veux me couper de la ville.
Le jardin est vivant. C'est un témoin de l'histoire culturelle, mais c'est aujourd'hui aussi quelque chose dont chacun peut profiter. À mon avis, il montre que les valeurs des Lumières sont toujours bonnes pour nous. On voit que les gens sentent bien que cet endroit a été fait pour eux. Et je trouve fascinant que cela fonctionne encore.